Alors bonjour à toutes et à tous. Je dirais un peu comme Anne-Sophie ce matin en ouverture de la journée, nous sommes tous des publics, enfin ou en tout cas beaucoup de publics empêchés aujourd'hui. Euh, Merci beaucoup. En préparant les notes pour vous dire quelques mots, évidemment, j'aurais préféré être parmi vous et pouvoir profiter des ateliers aussi que vous avez tenu et des posters, en tout cas des discussions autour des posters, puisque j'ai vu le livret qui les contenait. C'est toujours plus riche, mais j'ai mesuré aussi tout le cadeau ambigu qui m'était fait quand on m'a demandé de tracer des perspectives pour quelle université de demain. Euh, la première chose que je voudrais dire avant d'aborder cette question, c'est que j'ai bien entendu ce matin tous les sujets et tous les problèmes qui sont liés à la fois à l'hybridation et à la flexibilisation des cursus, des questions qui sont récurrentes, des questions de mutualisation, d'usage des ressources, de rémunération et de valorisation des enseignants, et puis aussi des questions de financement sur appel à projet versus financement récurrent. Alors je les entends, ces questions, et en même temps, la proposition des organisateurs me permet de ne pas m'y arrêter, ce qui est aussi confortable, puisque vous me demandez de regarder au-delà de ces questions qui bien souvent sont des irritants, et d'avoir donc ce soir, en clôture de cette journée, un regard prospectif. Alors, merci de l'honneur que vous me faites et d'avoir ce rôle-là. Et j'imagine que si vous me l'attribuez, c'est en fonction de mon rôle, ou en tout cas de mes fonctions, justement, au secrétariat général pour l'investissement, le SGPI. Alors, je vais jouer le jeu, soit, et je vais avoir une formule un peu provocante. Ce qui se présente pour l'université de demain, et permettez-moi là de faire un focus sur les établissements de l'enseignement supérieur français public, puisque nous sommes dans une manifestation qui est organisée par l'UGA et que la plupart des intervenants et des posters, du reste, viennent d'universités françaises publiques. Si donc je regarde ou j'essaie de me projeter dans 25, 30 ans, je voudrais vous dire, oui, je voudrais vous dire, je ne sais pas si j'ai envie de vous le dire, mais en tout cas, je voudrais vous dire que je crois que l'université française sera inclusive ou elle ne sera pas. Ou en tout cas, elle ne sera pas forcément en bon état si elle n'est pas inclusive. Vous voyez, je n'y vais pas par quatre chemins, et peut-être peut-on se dire pour se rassurer que c'est exagéré. En tout cas, peut-être que peuvent se le dire ceux qui seraient trop abattus par cette affirmation. Mais si je reprends l'affirmation que je viens de vous faire, cela nous laisse quand même une alternative avec un cap et un horizon qui, je trouve, est très noble. Et donc, dire l'université française dans 25 ans ou dans 30 ans ou dans 35 ans sera inclusive ou ne sera pas beaucoup ou ne sera pas bien, ce n'est pas tout noir, loin de là. Alors pourquoi je dis ça? D'abord de façon très pragmatique, parce que il y a un changement majeur, non pas devant nous, mais qui est déjà entamé, et qui est un changement double. L'un est démographique, puisque dans les années qui viennent, on va avoir un changement de courbe démographique à l'entrée à l'université, avec moins d'étudiants et très probablement, très certainement même, moins dans le secteur public. Je pense que vous avez lu les derniers éléments qui sont sortis il y a quelques semaines. C'est une tendance déjà qui a cours depuis 1990, mais qui maintenant s'accélère. D'ici 2030, on sera à peine plus de la moitié des étudiants français qui seront dans une université ou un établissement public.
Et ça doit tout de même nous interpeller, cette tendance. Et puis, comme l'a rappelé quelqu'un ce matin, mais nous le savons tous, la dotation des établissements par le ministère et la puissance publique, elle se fait en partie par étudiant. Donc, c'est un signal faible, ou plus ou moins discret, mais en tout cas, moi, je trouve il est à avoir en tête, et on ne peut pas l'ignorer. Et le deuxième changement auquel nous avons à faire, c'est la montée du paradigme de la formation tout au long de la vie. Et ce, pour toute la sphère de l'enseignement supérieur. Donc, je pense qu'il va y avoir une nécessité très importante pour l'université de penser très fortement ce double changement de tendance qui va la concerner. Alors, moins pragmatiquement et moins peut-être durement, mais plus philosophiquement, si je peux me dire, nous sommes aussi à un moment, me semble-t-il, où il convient de lever la tête, de regarder l'horizon et d'interroger les missions de l'université française. C'est-à-dire, je repose la question autrement, quelles sont les missions de l'université française et de l'université française notamment publique au XXIe siècle, Est-ce qu'on peut rester sur les missions de l'université française que l'on connaît, que l'on a comme environnement, je vais dire, dont il est important de les connaître puisqu'elles sont notre ADN, nos racines aussi, mais qui ne peuvent plus être, je pense, l'alpha et l'oméga en 2050. Elles ne pourront plus l'être. La mission de l'université française moderne, ça a été, à la fin du XIXe siècle, d'être l'arme d'une république qui était balbutiante, qui va s'appuyer sur un modèle, on le sait, allemand, et dans un pays vaincu qui voulait se reconstruire. Et donc, il va adopter le modèle allemand en s'appuyant sur la science, la recherche, et en ayant le projet de bâtir une élite républicaine. Et en disant ça, je ne sais pas si Bertrand Montubert est toujours là, mais moi je me rappelle très fortement les propos de Émile Boutmy, fondateur de ce qui va devenir l'Institut des sciences politiques de Paris, qu'il avait rappelé lors du colloque IDEFI, et qui était totalement emblématique de cette volonté. Et puis la mission de l'université française des 55 dernières années, donc un peu avant 1968, dans un contexte globalement, malgré des crises économiques de croissance économique et croissance démographique, a été une mission de massification de l'enseignement supérieur. On va se trouver dans une phase de décélération, puis de décroissance démographique, si je puis dire, et de transition rapide, notamment numérique et environnementale. Et donc, nos missions, les missions de l'université pour les 25, on va être modeste, années à venir, fondamentalement, je pense, elles doivent être autres. À mon sens, ce sera une mission de donner des compétences du XXIe siècle. Alors, on va garder le socle de connaissances, mais il va falloir de plus en plus penser en termes de compétences du XXIe siècle, c'est-à-dire celles qui vont permettre aux apprenants, je dis bien aux apprenants, pas juste aux étudiants de formation initiale, de ne pas subir notamment une société qui va être extrêmement marquée, travaillée par l'intelligence artificielle, et donc de ne pas se trouver substituée par la machine. Ça va être de lui donner des capacités, des compétences, de créer, de répondre à des problèmes, de résoudre des problèmes, de comprendre la complexité, de collaborer, de s'engager et, je l'espère, de cultiver l'empathie.
c'est pas un discours béni oui, mais je pense qu'il nous faut sérieusement penser à ce qui va nous permettre de nous affirmer en tant qu'humains dans un monde qui va être, je le répète encore, largement travaillé par l'intelligence artificielle. Et par ailleurs, donc, la mission de l'université, ce sera d'assurer encore plus une formation tout au long de la vie. Donc, tout l'enjeu va être non plus un enjeu de massification, mais un enjeu de qualité et d'expérience apprenante qui vont être, à mon sens, centrales. Et l'enjeu complémentaire va être l'inclusion de tous, car on ne peut pas se permettre le luxe ni le cynisme moral de laisser une partie des jeunes et des moins jeunes hors de ce tournant. Et je crois qu'on va avoir de plus en plus besoin d'inclusion pour lutter contre des crises sociales qui pourraient devenir majeures. Donc, l'inclusion, elle est pour moi, vous le voyez, dans les années à venir et dans l'université à venir, absolument fondamentale, à la fois au sens des publics empêchés, comme on les a évoqués tout au long de la journée, mais comme le dessinait déjà Anne-Sophie Barthès dans son introduction, parce que dans un monde où la formation tout au long de la vie va devenir le paradigme, nous serons tous un jour ou l'autre des, entre guillemets, publics empêchés. C'est-à-dire des publics qui allons avoir besoin et auront des besoins spécifiques pour nous former et continuer à nous former. Donc, je crois qu'il faut avoir absolument ce cap en tête. Alors, bien sûr, pour cela, vous allez me dire qu'il faut de l'argent. C'est certain, je l'ai entendu ce matin, je l'entends tous les jours. Mais je crois vraiment qu'il faut aussi et sans doute remettre au centre une vision stratégique pour les universités qui soit celle de l'inclusion et ne pas la laisser en apanage à des organismes de formation privés qui vont tout de suite comprendre le lien, la connexion qu'on fait avec la question de la formation tout au long de la vie. Et si j'ai un rêve, je vous le dis, c'est d'entendre un jour un président ou une présidente d'université dire « Ma vision stratégique de mon université pour les 10 ans ou les 15 ans à venir », alors 10 ans, c'est, alors on va dire entre 8 et 10 ans, c'est-à-dire 8 ans de mandat et puis au-delà de mon mandat ou de mes mandats, dire « C'est une université inclusive, voilà mon projet stratégique pour mon université » et qui le déclinera en plan d'action. Voilà, donc la première chose qu'il faut, à mon sens, c'est d'abord cet aggiornamento sur les missions de l'université. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire dans un futur proche? D'abord, c'est rendre la question visible, c'est-à-dire la question de l'inclusion. Et comme le disait Bertrand Montubert en début de journée, pas juste de la compensation. Et penser globalement l'inclusion et pas seulement par catégorie ou par problème individuel, ce qu'on fait encore bien souvent, peut-être pas vous, mais ce que j'entends régulièrement faire parce que, au fond, c'est la seule prise que beaucoup d'enseignants ont, même si, j'insiste, ça ne veut pas dire qu'il faille nier les spécificités de catégories, probablement, et de solutions à apporter et des contextes. En tout cas, vraiment, pour moi, le premier enjeu, c'est rendre cette question de l'inclusion visible. C'est ce que vous faites, il faut qu'on le sache. Lorsque j'ai lu les posters, j'ai été le cahier de vos posters, j'ai beaucoup apprécié, j'ai découvert des initiatives aussi, il y en avait certains programmes que je connaissais bien sûr, des projets qui ont été financés, mais il y en a que je ne connaissais pas du tout, je ne connais pas tout, c'est évident, mais je crois qu'il y a une exigence qui est de faire savoir ce que vous avez réalisé.
parce que beaucoup d'acteurs sont encore démunis sur ces questions. La deuxième chose que l'on peut faire, c'est mettre la question un peu plus en haut de la pile du point de vue des gouvernances des établissements. Et ça, je crois que ça peut être le rôle des appels à projets et d'une politique incitative comme peuvent les mener le secrétariat général pour l'investissement et France 2030. Je ne suis pas de celles qui diront que les appels à projets doivent être multipliés. Je crois que la force d'un appel à projet, c'est de rendre des questions visibles aux yeux des gouvernances. Exactement comme ça a été le cas pour l'innovation pédagogique avec les IDEFI en 2010, question qui était quand même en dessous des radars et qui est devenue progressivement, au fur et à mesure que les IDEFI ont pris de la force et les IDEFIennes, je dirais, moi j'identifie ça à peu près en 2016-2017, une sorte de lieu vers lequel de plus en plus d'acteurs et d'acteurs dans la gouvernance des établissements ont été plus attentifs. Il y a encore de la marche à faire, il y a encore du chemin à faire, mais globalement, je pense que sans un appel à projet sur l'innovation pédagogique aussi puissant avec plus de 185 millions d'euros, la question aurait pu rester longtemps plus en bas dans la pile des priorités. Et puis, ça a été aussi le cas, je crois, avec la flexibilisation des cursus, avec les nouveaux cursus à l'université en 2017 et 2018. Donc, un appel à projet, ça a aussi une vocation de signal très fort pour des gouvernances d'établissements. Ce que je veux vous dire, certains le savent, c'est que nous réfléchissons, dans le cadre de la stratégie enseignement et numérique, à un appel sur l'inclusion au service du numérique dans l'enseignement supérieur, avec un accord et un travail en commun avec la DGSIP. On a mené un premier round de consultations. Ces consultations, elles vont s'étendre et je pense qu'un certain nombre d'entre vous vont être consultés dans les prochaines semaines et les prochains mois. Et l'idée est aussi qu'au-delà d'un appel compétitif qui n'aurait pas beaucoup de sens sur la question, nous arrivions à trouver les formes rénovées de ce type d'appel en créant un appel à commun. Et je pense qu'un appel à commun pour réaliser collectivement des outils en faveur de l'inclusion au service de l'inclusion dans l'enseignement supérieur pourrait notamment permettre d'avancer sans doute sur des sujets comme celui qui a été porté ce matin par un intervenant en toute fin de matinée pour les publics, pour les étudiants incarcérés. On a des sujets techniques, comment dans des contextes où on va travailler hors connexion, on peut améliorer l'inclusion. Voilà, ça c'est une des pistes pour vraiment, je dirais, progresser vers cette université de demain. Troisième piste, troisième nécessité, c'est la question de la formation et de la sensibilisation. Il faut qu'on accélère, qu'on augmente, qu'on démultiplie la formation des enseignants, des agents et des personnels à la diversité, à l'inclusion. Je reprenais les résultats d'une enquête qui a été menée en 2018 par l'Université de Strasbourg sur les enseignants-chercheurs titulaires, avec un niveau de réponse qui était assez faible. Hein, les promoteurs de l'enquête du LIDIP le reconnaissaient, puisqu'il y a eu 5,3% des répondants, et souvent qui étaient eux-mêmes très sensibles déjà au départ et confrontés à des questions de handicap. Et 15,4% de ces répondants ont dit qu'ils avaient eu des actions de sensibilisation à la pédagogie inclusive et aux questions d'inclusion, et 2,6% seulement des formations sur ces questions-là. C'est évidemment très
très faible, hein. On va pas utiliser d'autres mots. On va pas se voiler la face. Et je crois qu'on est encore trop dans un système où c'est à l'apprenant de s'adapter, d'être censé s'adapter à un standard et finalement à l'enseignant. Et ça, c'est quelque chose qui ne convient qu'au plus petit dénominateur commun et on n'ose pas tellement se l'avouer. Je le dis euh, sans jugement de hauteur, je le dis moi-même parce que j'en ai fait l'expérience comme enseignante, si j'ai un recul sur mes propres pratiques, sur ma propre situation et sur ma propre absence de sensibilisation, de formation pendant des années à ces questions-là. Ce qui est vrai à l'université, plus largement, c'est vrai dans toute la société. C'est là aussi que ça pose question. C'est qu'au fond, ces questions, elles sont largement invisibilisées. Et ce qui est invisibilisé, c'est la diversité des situations, voire la méconnaissance réglementaire sur les questions d'accessibilité, à la fois dans les locaux, dans les outils et dans les cours. Donc je pense que, bien sûr, ça peut être une question financière, mais c'est aussi une question de posture et de mettre aussi beaucoup plus de co-design dans nos façons de concevoir les espaces, mais aussi la pédagogie que nous menons. Le chantier est immense et ça suppose que l'on arrive à un nombre suffisamment important d'acteurs qui aient une vision inclusive. On n'arrivera jamais à la totalité, c'est évident, mais comme dans tout mouvement de conduite du changement, il faut qu'on ait je dirais, au-delà du noyau des convertis, une masse critique pour faire avancer sur ces questions. J'ajoute aussi qu'on est très en retard, et on le sait sur ces questions, par rapport à ce qui se fait à l'étranger, et qu'il faut absolument qu'on aille voir davantage ce qui se fait massivement, et en plus ça va nous donner un grand bol d'air intellectuel sur des questions de pédagogie inclusive et pas seulement d'adaptation au cours. Quatrième point, et rassurez-vous, ce sera mon dernier point, il y a une question et un défi, j'avance progressivement dans le temps, qui pour moi, comment on va faire que le sur-mesure concerne tout le monde? Là, je crois que va se poser la question de l'usage beaucoup plus important que celui qui est fait aujourd'hui de l'IA. Et pour le coup, cette IA va pouvoir nous aider. Et je crois qu'il faut que ça bouge davantage. Je le dis aussi très honnêtement, je vois bien des initiatives, des mentions d'adaptative learning et de learning analytics qui peuvent permettre une analyse plus fine et une pédagogie plus différenciée, mais ça me semble, peut-être que je me trompe et je suis prête à l'admettre, ça me semble pas aller totalement aussi loin qu'on pourrait l'attendre dans notre pays. Alors, je pars demain matin pour plusieurs jours au BETT à Londres, qui est un salon de technologie pour l'éducation. Sans doute verrai-je des choses. Pense que ceux qui iront aussi dans quelques semaines à San Diego pourront le dire. En tout cas, je pense qu'il y a une vraie question qu'on doit se poser. Comment on fait davantage intervenir l'IA? Ça ne veut pas dire du tout que je plaide pour un enseignement totalement à distance, pas du tout. Le présentiel est capital dans toute politique d'inclusion. Pourquoi? Parce que c'est tout de même la question de l'inclusion, le lieu intellectuel et pas seulement intellectuel, concret, je trouve, de l'humanité. Ce ne sont pas des grands mots, même si ça peut paraître ça, mais l'inclusion pour moi, c'est fondamentalement le lieu de reconnaissance de l'autre comme un autre moi-même. Puisque à tout moment, on peut être dans cette situation où nous avons besoin d'être nous-mêmes inclus. Alors, est-ce que c'est utopique?
Je crois, peut-être, hein, que c'est utopique. En tout cas, on m'a demandé une réflexion prospective et je vous la livre. Mais je crois que nous avons plus que jamais besoin de repenser fermement, notre cap, à la fois chacun individuellement, dans la place que nous occupons, enseignants, décideurs, responsables de formation, institutionnels et collectivement. Et que nous avons besoin de reposer le sens, tous, de ce que nous faisons et la mission qui est celle de l'université dans son temps. Ce n'est pas du tout facile, mais c'est absolument vital. Ce que je voulais vous dire pour terminer, c'est que je n'ai pas du tout l'intention de vous flatter, mais vous rappelez que vous êtes, et en tout cas j'en suis tout à fait consciente et je vous le redis, vous êtes les premiers ambassadeurs de cela. Et si vous ne le faites pas, si vous ne contaminez positivement pas autour de vous les autres, personne d'autre ne le fera. Donc faites-le avec enthousiasme, avec détermination. Et moi, très modestement, dans mes fonctions, je serai bien évidemment à vos côtés parce que vous l'avez compris, pour moi, c'est un sujet qui doit être en haut de la pile. Voilà, à très bientôt.